présentation. Depuis des années, réduire les listes d'attente en orthopédie, c'est un défi de taille, mais évidemment, ça a complètement atteint des mesures inégalées depuis la COVID, depuis la pandémie. Donc, comment est-ce qu'en première ligne, on peut outiller la première ligne grâce à l'innovation, l'intelligence artificielle et des outils diagnostiques pour avoir un impact concret sur ce problème de taille? Ça va être le thème de la présentation aujourd'hui. Pour nous discuter, pour nous proposer des solutions, on a Dr Pierre Ranger, qui est chirurgien orthopédiste, directeur médical de l'hôpital Jean Talon et de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, chirurgien spécialisé en genoux et en hanches. Merci d'être là. Merci. Laurent Duvernay-Tardif, joueur de football professionnel, diplômé en médecine de l'Université McGill. Merci d'être là aussi. Plaisir. Bonjour tout le monde. Puis Alex Fuentes, doctorant en comment on dit ça, sciences biomédicales de l'Université de Montréal, postdoc dans le domaine de l'intelligence artificielle, puis chef scientifique et technologique de Emovi. Merci d'être là aussi. Merci. Donc, on va commencer avec toi, Laurent. Juste, déjà, on est heureux de t'avoir avec ton expérience à la fois en tant que ton point de vue clinique, mais aussi en tant que athlète professionnel. Tu as fait une pause de ta carrière il y a quelques temps. On va juste regarder un petit vidéo pour commencer. Oh, c'est à moi, hein? C'est moi qui contrôle. Laurent. Son ascension fulgurante a été si remarquable que le Kansas City Star l'a appelé l'homme le plus intéressant de la NFL. Et pour cause, non seulement Laurent Duvernay-Tardif évolue dans la NFL, mais il est également un étudiant en médecine à l'Université McGill. En mai 2018, il a obtenu son doctorat en médecine, l'une des plus grandes réalisations de sa vie. En mai 2014, il est devenu le 10e Canadien à être repêché par une équipe de la NFL issue d'une université canadienne. En février 2020, il faisait partie intégrante de l'équipe gagnante du Super Bowl des Chiefs de Kansas City en tant que garde-droit de départ. Au printemps 2020, Laurent est venu en aide lors de la pandémie de COVID-19 en travaillant comme préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD de la région du Grand Montréal. En juillet de la même année, Laurent a annoncé qu'il se retirait de la saison NFL en raison de la COVID-19, devenant le premier joueur de la saison 2020 à se retirer. Déjà très impliqué dans sa communauté malgré son horaire chargé, sa conjointe de longue date, Florence et lui ont cofondé la Fondation Laurent Duvernay-Tardif en 2017, dont la mission est d'encourager les sports, les arts et les études pour les enfants. Ça finit un peu raide. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, spécifiquement, qu'est-ce que tu as observé pendant cette pause-là, où tu as pris le temps de te plonger dans le milieu de la santé dans cette crise? En fait, je me suis toujours promis de ne pas faire de politique, surtout pas dans des congrès. J'ai essayé de parler de mon humble opinion parce que, comme tu l'as mentionné, je suis allé travailler aux premières lignes, comme plusieurs l'ont fait, d'abord et avant tout à titre de préposé aux bénéficiaires. Je pense que pour moi, ça a vraiment été... À chaque année, le football, c'est une immense transition, de passer d'un milieu où est-ce que tout est optimisé autour de ta performance, devant des stades de 80 000 personnes, puis du jour au lendemain, de retourner un peu au bas de la chaîne alimentaire, de la hiérarchie médicale, je veux pas, puis de faire partie maintenant de cette équipe-là pour optimiser les soins du patient. Puis c'est encore plus vrai avec le Super Bowl puis la pandémie, qui a accentué encore plus ces deux extrêmes-là. Je pense que quand je suis rentré en CHSLD, j'ai vraiment été avec la mentalité d'un étudiant en médecine qui a essayé de comprendre, d'optimiser, d'ajuster les médicaments, etc., mais qui n'était peut-être pas nécessairement... focus sur l'humain d'abord et avant tout, je dirais. Puis, de se mettre dans le contexte des patients en CHSLD, on se rapporte à 2 ans, il y a 10 semaines sans interaction avec la famille, pas nécessairement les moyens de communication pour communiquer avec les parents, etc. Puis, des fois, de se mettre à la place du patient puis de se rendre compte que l'interaction humaine est tellement importante, le confort, la dignité. Puis, je pense que j'ai beaucoup appris à travers cette expérience-là, beaucoup appris par mimétisme aussi des autres préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, infirmiers, infirmières, médecins. Je pense qu'on dit souvent en médecine la différence entre traiter puis prendre soin de, care for people. Définitivement, la pandémie, ma présence en CHSLD, ça va... En première ligne, les agents qui sont ici, ils sont vraiment au front face à des défis de 100%, taille. Hein? Oui.
Puis d'ailleurs, tu as eu le privilège d'être nommé Sports Person of the Year selon Sports Illustrated. Tu as gagné le Lou Marsh 2020 pour l'athlète canadien masculin, l'Ordre national du Québec, le prix humanitaire Mohamed Ali, le Canadian Walking Way. C'est ça que j'allais dire, mais c'est pas ça que j'allais dire. Je veux dire, tu utilises souvent cette plateforme-là pour plutôt dire, bien moi, peut-être j'ai eu toute cette attention-là, mais la vraie attention, c'est en première ligne, ceux qui travaillent dans l'ombre qui devraient l'avoir. Bien, 100%. Puis, tu sais, à un moment donné, ça devenait gênant, honnêtement, d'aller travailler en sachant qu'il y avait des gens qui faisaient ce métier-là mieux que moi depuis les 25 dernières années, puis que moi, je recevais toute l'attention pour des tapes dans le dos. Puis, tu sais, pour moi, la définition d'un vrai héros ou quelqu'un qui fait vraiment les choses par conviction, c'est souvent les gens qui le font sans nécessairement avoir de gains secondaires à. Puis j'ose croire que j'ai pris la décision d'aller aider pour les bonnes raisons, mais il reste que d'avoir tout le spotlight, ça facilite quand même la motivation à se lever le matin. Fait que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font à chaque jour. Puis tu sais, le service de première ligne, notre réseau de médecine de famille au Québec, les CLSC, on a le potentiel. Moi, j'ai toujours vu la santé publique comme étant une discipline un peu moins sexy, disons, que l'orthopédie, par exemple, en médecine. Mais maintenant, on dirait que j'y prends goût parce que j'ai une tribune, comme tu le mentionnes, puis de pouvoir promouvoir un message qui est centré autour de prévention primaire, d'avoir des actions concrètes dans notre communauté qui peuvent réduire les listes d'attente. Pour moi, je pense que ça va être une grande partie de ma pratique médicale parce que quand tu parles à 1 % des gens, mais que tu parles à 100 personnes, c'est une personne. Mais quand tu as la NFL qui t'a permis de bâtir une tribune, puis tu peux en rejoindre des centaines de milliers, ou du moins essayer même si ton taux de conversion, c'est 1 %, tu as quand même le pouvoir de changer des choses, je pense. Fait que c'est un peu ça ma mission que j'essaye. Mais le panel, d'ailleurs, voulait remercier les acteurs qui sont ici en première ligne, mais aussi ceux qui travaillent en administration, peut-être encore plus en l'ombre des fois, mais qui font des heures supplémentaires, qui ont tenu le fort. Donc, merci beaucoup, puis bravo à vous. Franchement, là. Maintenant, on refocus sur l'athlète, sur le patient. Donc, toi, tu as eu une blessure, puis ça a amené tout un défi quand tu as voulu revenir au jeu. Peux-tu nous en parler? Bien, 100%. Puis ça a amené aussi probablement une des raisons pourquoi je suis ici aujourd'hui. Ma rencontre avec Emovi. Mais oui, en 2018, en fait, au football, à la blague, on dit que le risque de blessure est de 100 %, mais c'est vrai que tôt ou tard, dans une carrière de football, surtout après 6 ans, les chances de se blesser à différents degrés sont là. Puis moi, c'est arrivé en 2018. Quelqu'un a roulé dans ma jambe, fin de match, fracture du fibula qui s'aligne le plus complexe avec des atteintes ligamentaires à la cheville, fracture de Maisonneuve. J'étais fier de me souvenir c'était quoi exactement une fracture de Maisonneuve. C'est très bien. Puis tu sais, ça en est suivi une chirurgie, un processus de physiothérapie, de réhabilitation, toujours un peu en mode course contre la montre pour essayer d'embarquer sur le terrain avant la fin de la saison. Puis c'est tout le temps ça, la NFL aussi. Tu sais, c'est quel impact je peux avoir pour l'équipe maintenant. Je veux contribuer. On sent la pression aussi. La NFL, la réalité, c'est que chaque opportunité que tu donnes à quelqu'un d'autre de prendre ta place, c'est de la visibilité que quelqu'un a que toi, tu n'as pas. Puis c'est sûr qu'il faut être un peu un compétitif pathologique pour être performant, je pense, dans la NFL. Mais il reste que, pour moi, c'était tout le temps la course contre la montre d'essayer de revenir avant la fin de la saison. Je n'ai pas été capable. Puis on dirait que quand la saison finit, tu es un peu laissé à toi-même. J'étais fonctionnel pour jouer, mais j'avais encore des douleurs. J'avais des douleurs aux genoux. Puis c'est quand même fou que, en tout cas, on se soit rencontrés en 2019, l'hiver 2019. Puis que la solution pour moi, ça a été à Montréal, avec une technologie montréalaise, québécoise. J'ai fait la génographie en mars 2019. Je suis retourné au camp d'entraînement en mai sans douleur. J'avais des douleurs résiduelles aux genoux qui m'empêchaient de me sentir 100% confiant dans mes habiletés sur le terrain, mais qui m'accommodaient aussi dans la vie de tous les jours. On m'avait donné plein d'orthèses que j'essayais à différents niveaux, puis avec différents niveaux de succès aussi. On va y revenir un peu sur le plateau. Ah, tu veux pas que je m'en bats? OK. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Non, mais c'est pas vrai, mais bref... tu avais un flou thérapeutique à un moment donné pour revenir au jeu sans douleur. Bien, c'est comme si dans la NFL, on a unlimited resources, mais quand la saison termine, si tu es fonctionnel puis que tu signes que tu es fonctionnel sur le bout de papier, bien, tu es un peu laissé à toi-même aussi. Puis j'étais capable de jouer, mais j'avais des douleurs à mon quotidien. Puis ça a été un peu mon travail de chercher mes propres réponses. Puis d'être capable d'être capable pour moi de retourner en 2019 compétitionner pour un poste dans l'année qui s'est quand même conclu pour un Super Bowl pour nous. Ça a été une belle séquence de
un bon down au niveau moral, motivation, mais d'être capable de se relever de ça puis de clore un an plus tard avec un Super Bowl, c'est tout un accomplissement personnel. Ouais. Il y a une grosse différence entre les deux moments, c'est clair. Merci d'avoir raconté ton expérience. Mais en fait, de vivre ce flou-là, de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va avec notre douleur, puis c'est quoi les solutions qui se posent à nous. Évidemment, ce n'est pas réservé aux athlètes. Docteur Ranger, est-ce que tu peux nous parler un peu des raisons qui poussent les médecins de première ligne à envoyer des patients qui, des fois, ne sont pas nécessairement chirurgicaux en consultation d'orthopédie? Pourquoi est-ce que ça arrive, ce genre de scénario-là? Je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. Le cours de médecine fait en sorte que les gens ont très peu d'exposition à musculo-squelettique, très, très peu, 45 heures. Si, je pense que Laurent peut le confirmer, s'il ne prend pas de mois dans son internat ou son externat, il n'y a pas d'exposition aucune. Et 30 de sa pratique, 30 des gens qu'il va voir en première ligne, ce sont du musculo-squelettique. Donc, ça fait que les gens ont un problème. Ce n'est pas de leur faute nécessairement. Je crois qu'ils n'ont pas été éduqués suffisamment à faire face à cette population-là qui viennent les voir pour un problème musculo-squelettique. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Bien, ils cherchent quelque chose pour aider aux patients sans avoir beaucoup d'outils. Il y en a des outils, il y en a beaucoup d'outils. Enfin, il y en a deux principaux auxquels je vais peut-être un peu élaborer tout à l'heure, mais il y a deux outils essentiels parce que malheureusement, la population vieillit. On a de plus en plus de demandes de consultations. 90 des consultations qu'on a ne sont pas chirurgicales. 90 Alors, c'est énorme. Et je crois que si les gens étaient mieux outillés, probablement que 50 de ces 90-là seraient traités correctement. Et probablement plus, là, mais je fais très, très attention des chiffres. Et ils seraient traités et il n'y aurait pas besoin de nous consulter, nous. Et pendant ce temps-là, nous, on pourrait peut-être voir les gens, les 10 qui ont besoin de nous autres. Donc, il y a un problème majeur parce que les gens n'ont pas été outillés correctement. C'est certainement plus glorieux de traiter le cœur, les surrénales et puis l'hyperphéochromocytome que jamais personne ne va voir. Puis s'il y en voit un, il va passer à côté parce que ça n'arrive jamais. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup moins glorieux que de traiter un mal de genou ou un mal de dos. Mais c'est ça la population, puis c'est ça les consultations. C'est ça, c'est le domaine dans lequel les listes d'attente ont le plus augmenté pendant la pandémie. On parle en ce moment de 32 000 requêtes en attente, puis un délai de 328 jours, pour ainsi dire un an, juste pour voir l'orthopédiste. Mais là, il va peut-être avoir attendu tout ce temps-là pour se faire dire « Tu fais partie des 90 qui n'avaient pas besoin de me voir. » Tout à fait. Mais là, le patient revient chez lui, voit son médecin en première ligne, puis dit « What's next? » Oui, mais ça aurait dû être le contraire, parce que nous, on leur tourne, mais bon, moi, je suis outillé pour leur dire où le diriger, mais beaucoup de gens, des orthopédistes pas chirurgicales, ils les verront peut-être même pas nécessairement, puis s'ils les voient, bien, le patient revient à case zéro. Alors, il y a un cheminement qu'il faudrait qu'il se fasse. Ce cheminement, bien là, je ne sais pas si j'en parle tout de suite ou après. Bien, peux-tu nous parler, oui, des outils outils pour moi, les deux outils, je vais au moins lancer le différence? punch, là. Il y a pour moi deux outils importants. Je ne les donne pas dans l'ordre d'importance. Il y a la genographie, puis il y a les physiothérapeutes en pratique avancée. Pour moi, en musculo-squelettique, si on n'a pas ces deux interventions-là, on va continuer à avoir plus de consultations, possiblement beaucoup de consultations inutiles. Et pendant que les gens attendent, ils ne sont pas traités, alors qu'ils pourraient être beaucoup mieux s'il y avait ces deux interventions-là, une des deux ou les deux. Et ça ferait en sorte que ça coûterait beaucoup moins cher également au système, là. Et les gens seraient mieux traités. Donc, il y a quelque chose qui est en place depuis fort longtemps. Il s'agit juste qu'il y ait une volonté à quelque part pour qu'on puisse débloquer tout ça. Nous, les physiothérapeutes en pratique avancée, ça fait 10 ans qu'on a pris partie de ça, Jean Talon, et c'est une aide incroyable. Ils voient les patients, ils les traitent, et quand il y a un problème, bien, ils nous avisent, mais on en voit un sur 10. Donc, deux méthodes de triage, finalement. D'avoir un outil diagnostique, que vous parlez de la genographie, et évidemment de pouvoir implanter éventuellement, dans un contexte de main-d'œuvre et tout ça, avec différents scénarios, mais de pouvoir implanter une... Bien, les deux sont complémentaires. Pour faire un traitement, il faut connaître contre qui qu'on se bat. Si on n'a pas de diagnostic mal au genou, bien, on va en physiothérapie. Je m'excuse, là, mais ils ne feront rien. Si moi, je ne sais pas pourquoi je l'envoie en physiothérapie, le physiothérapeute, nécessairement, ne saura pas non plus, souvent. Donc, il faut qu'on mette un doigt sur le bobo. Et quand le bobo est connu, on connaît notre ennemi, bien, on connaît les traitements qui vont avec. Alors, je pense qu'il y a un gap là, qu'il faut qu'il soit rempli. La genographie fait sa place là de façon incroyable. On va en parler tout à l'heure, mais c'est clair qu'on réussit à mettre le doigt sur un problème mécanique et qui se traite sans nécessairement
avoir besoin de chirurgie. Puis si on a besoin de chirurgie, le temps d'attente pour le voir, mais t'imagines si ça prend 1 an pour le voir, combien ça va prendre de temps pour l'opérer? Alors, tout ce temps-là, le patient, on peut minimalement penser qu'il soit plus confortable. Mais vous parlez d'avoir donc un outil de diagnostic de plus. C'est quoi le problème avec l'imagerie actuelle? Bon, c'est un gros problème parce que, premièrement, les gens, et je ne les blâme pas, les généralistes, la première ligne, ils ont un problème. Mettons, on va parler du genou parce qu'on est dans le genou, et la première chose qu'ils vont demander, c'est une résonance. Il y a des articles qui ont été faits, il n'y a aucune indication d'une résonance magnétique nucléaire après 50 ans, ou rarement. Donc, en partant, le patient de 75 ans qui a mal au genou, qui a de l'arthrose, on sait très bien ce qu'il va avoir sur sa résonance. Ça coûte d'une part 800 $, d'autre part, ce n'est absolument pas nécessaire, et c'est une image. Mais moi, là, c'est pas une image que je traite, c'est un patient. Et souvent, l'image ne concorde pas du tout avec le patient. Donc, la résonance, qui est un problème, parce que c'est très cher pour la population, puis c'est très cher pour nous autres, pour tous les gens qui payent des taxes, cette résonance-là ne sert à rien je devrais dire, en haut de 50 ans, dans 90 % du temps. Donc, une radiographie coûte 12 $. Et on n'a pas besoin de plus que ça. Et la génographie en coûte, je pense, c'est le quart d'une résonance. Et on a, d'une part, un diagnostic dynamique, parce que le patient marche, on le voit, on connaît son problème. Et d'autre part, suite à ça, il y a des conseils d'un physio qui lui dit peut-être tel exercice, peut-être telle orthèse. Et donc, le patient est traité alors que l'image, souvent, ne coïncide pas du tout avec la symptomatologie du patient. Donc, l'image ou l'imagerie n'est non seulement ne nous aide pas, mais elle peut même nous nuire. Alors, c'est sûr que ça aide quelquefois, mais la résonance... Il y a une limite aux informations que ça nous donne. Tout à fait. Alex, toi qui as étudié dans le domaine, dans ton doctorat, c'est quoi les guides de pratique par rapport à ajouter une information dynamique? Donc, on a beaucoup d'informations, comme a dit le Dr Ranger, mais c'est quoi l'avantage d'avoir cette information-là en mouvement, point de vue impact d'établir en première ligne un corridor de soins, d'établir un plan de traitement? Effectivement, depuis plusieurs années, on voit vraiment une croissance dans les guides de pratique, que ce soit en Australie, le Collège royal des médecins omnipraticiens le déclare. Il y a un besoin d'objectiver et quantifier. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de subjectivité. Même analyser une image, une subjectivité, puis on a besoin de vraiment objectiver cette évaluation-là, puis de regarder en mouvement. J'ai parlé du Collège royal australien, mais il y a le AOS, qui est l'American Association of Orthopedic Surgeons. Même la FMOQ, dans les dernières formations en arthrose, a mis de l'avant le besoin et l'importance d'évaluer en mouvement. Parce que, comme on peut voir sur l'image qui est là, il y a eu des études qui ont été faites ici à Maisonneuve-Rosemont puis qui ont documenté que 25 % des gens changent leur alignement. Puis même visuellement, juste dernièrement, j'ai eu la chance d'être au congrès en restauration du cartilage, puis il y a une étude qui a démontré que même si les orthopédistes sont excellents, mais qu'en regardant un patient, les orthopédistes ont 50 à 67 % des chances de se tromper juste dans l'alignement du patient. Puis si on se dit que l'objectif de la chirurgie, de prescrire une orthèse, ça dépend de l'alignement, bien, puis on sait qu'il y a une chance sur deux que ce n'est pas bon. On a besoin d'objectiver, puis il y a vraiment... Donc, c'est pour ça que les guides de pratique, là, ça va vraiment dans cette lignée-là. Donc, pour faire suite à ce qu'il me dit, quand on présente, souvent, il est là, et Philippe, tu es là aussi, puis il nous présente un patient qui marche, puis là, il demande à tout le monde qui sont là comment est son alignement. Alors, moi, je pense que, mettons, c'est alignement en varus, puis je vais dire en valgus parce qu'il vient nous chercher, mais je suis toujours dans le champ gauche et je ne fais que du genou. Et donc, un œil qui est quand même un peu d'expérience, qui n'est pas capable de le faire, c'est clair qu'on passe à côté de beaucoup de choses, énormément de choses. C'est notre marge d'erreur visuelle. Oui, elle est grande. Donc, là, on parle de mouvement. L'imagerie, en général, c'est statique, mais ce qu'on comprend de ce que vous nous dites, c'est que les patients, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas que leur image est bien. Ils veulent bouger. Ils veulent être capables de faire leurs activités. C'est ça que les médecins de première ligne reçoivent. Le patient dit « Je suis plus capable de faire mes activités, monter les marches, faire mon jardinage, peu importe. » Puis là, on est capable de diagnostiquer, mais quand vient le temps de poser un plan de traitement, là, on est dans le flou parce qu'on ne sait pas comment les aider à bouger à nouveau. Toi, Laurent, comment tu es passé justement de ce flou-là, j'ai encore des douleurs, puis là, on a utilisé la génographie pour t'aider. Ça a été quoi?
Ça a été quoi la différence dans cette imagerie-là, justement, que tu n'avais pas eu avec ton équipe de soins? Bien, c'est sûr que dans le monde de la NFL, la difficulté d'accès aux résonances magnétiques n'est pas la même que dans la population générale, pour le meilleur ou pour le pire. Fait que, j'avais évidemment été suivi avec plusieurs résonances pour voir ma progression, etc. Mais comme Dr. Ranger l'a mentionné, puis en fait, c'est quand même intuitif de penser qu'une résonance ne peut pas fournir toutes les réponses quand on a un problème d'alignement biomécanique. Puis, en fait, moi, ça a été ça la plus grande mine d'informations pour moi, ça a été de faire la génographie, puis de voir, j'imagine que tu as un rapport en quelque part, mais ton varus, c'est quoi? Mais ton varus aussi, dans différents mouvements de ta démarche, on l'a fait avec les orthèses, sans les orthèses. Ça, moi, on m'avait dit, les orthèses vont t'aider à corriger, puis ils vont réaligner ton plateau tibial, etc. Puis finalement, ça ne s'est pas avéré être le cas, parce que, bien, on le voit, c'est ça, mon varus avec, là, on n'a pas les avec sans orthèse, mais je pense qu'on était à 8 degrés avec orthèse, 4 degrés sans orthèse. Puis, ma posture statique n'était pas problématique, mais on s'est rendu compte que lorsque je faisais je n'ai pas les mots exacts, mais ma prise en charge à l'avant quand je marche, c'est là que j'allais avoir le plus grand varus. Puis, on n'aurait jamais été capable de voir ça sur une résonance magnétique. Fait ça en est découlé après ça les exercices de physiothérapie que j'ai faits. Puis honnêtement, ça, je ne sais pas si on est capable d'étudier ça, mais pour un patient, moi, je suis un athlète compétitif, je veux être dans la meilleure forme possible, j'ai beaucoup d'incentives à le faire. C'est facile de suivre une liste d'exercices de rehab, mais je pense que pour un patient, on sait la compliance, je ne sais pas comment dire ça en français, l'observance au traitement de physiothérapie n'est pas super élevé, mettons, mais d'avoir ce genre de rapport-là, de voir c'est quoi le problème, je pense que on aide l'adhérence au traitement en physiothérapie aussi. Puis même moi, qui est un athlète professionnel, je l'ai senti, ça. Puis relativement rapidement, en dedans d'un mois et demi, non seulement la douleur était partie, mais on a vu que les degrés d'angulation des varus, etc., c'était significativement on voit bien amélioré. sur ton rapport, tu es passé de certains marqueurs positifs. Un mois plus tard, Peut-être j'ai besoin il était négatif. Donc, c'était possible de changer la qualité de ton mouvement, finalement. Ben oui, oui, puis avec des exercices simples quand même. C'est ça qui est... On dirait que les exercices de physio, on peut les rendre autant compliqués qu'on veut avec des ballons puis des élastiques. Puis on dirait que les physios de la NFL sont très bons à faire ça, mais des exercices simples de prise en charge, de stabilisation. On dirait que j'y croyais... Ça a l'air cheesy que tu dis comme ça, mais on dirait que j'y croyais pas, mais ça a vraiment fonctionné. Puis je me suis représenté à Kansas City dans probablement une des meilleures formes que j'ai été physiquement. Donc, c'est ça, on dit beaucoup exercice de physiothérapie. Moi, je suis un professionnel de la physiothérapie, c'est mon background, mais on n'est pas les seuls, évidemment, spécialistes de l'exercice. Ces exercices-là, est-ce que tu avais besoin d'aller en physiothérapie pour les faire ou c'est des exercices que tu pouvais faire à la maison, que monsieur, madame, tout le monde pourrait recevoir puis les faire à la maison? Ah non, mais en fait, je suis jamais allé en physiothérapie. Je sais pas si tu vas m'en vouloir, mais non, en fait, j'ai intégré ça Je m'entraîne avec un kinésiologue, puis j'ai intégré ça à ma routine pré-entraînement, puis ça faisait partie de mon activation. Mais c'est important de l'entendre parce que la plupart de nos patients ou de nos clients, oui, c'est beau s'ils peuvent aller en physiothérapie, mais c'est pas la réalité de tout le monde non plus. Ben non, puis les listes d'attente au public, je sais même pas c'est quoi en physiothérapie, mais ça doit pas être... Ça n'existe pas. Puis il y a quand même un coût pour le patient. Non, moi, j'ai intégré ces exercices-là à mes routines d'activation, à l'entraînement. Ouais. On va juste revenir rapidement parce que là, on a parlé de génographie et tout, mais qu'est-ce que c'est comme examen d'imagerie? Oups, je vais y arriver à repartir. On va y aller. Oui, bon. Donc, c'est un examen qui, comme vous avez dit... Ça va vite. Oui, c'est ça. Hein, ils sont efficaces, les thérapeutes. Ça prend 5 minutes. 5 minutes! Donc, quelques chiffres sur cet examen-là. D'où est-ce que ça vient? C'est intéressant, comme tu as dit, Laurent, c'est une innovation québécoise qui a été développée par le CRCHUM, par l'ETS, puis le laboratoire d'imagerie orthopédique. Donc, c'est vraiment montréalais. Ça fait plus d'une décennie que ça existe, plus de 100 publications qui ont été faites sur son utilisation clinique, disponibles dans plus de 10 pays. Mais au Québec, c'est disponible maintenant assez largement dans plus de 40 centres où la première ligne peut référer. C'est des outils, en fait, c'est l'outil d'évaluation du genou le plus précis, le plus reproductible qui existe. Puis, la grande différence, comme vous l'avez très bien dit, c'est un examen en mouvement. Donc, c'est l'information additionnelle que ça apporte
pour établir le corridor de soins pour nos patients qui ont des douleurs persistantes au genou. On parle beaucoup d'arthrose. On va parler aussi syndrome fémoro-patellaire, blessures ligamentaires qui veulent retourner à leurs activités, un peu comme toi, Laurent, des blessures sportives. Mais la différence, donc, c'est que le patient, on a toute sa mécanique articulaire, sa fonction, finalement. Ce qu'une articulation devrait faire, c'est bouger, puis là, on l'utilise en bougeant. Alex, si on revient sur le cas de Laurent, il dit que avoir les exercices, ça corrélait avec ses symptômes, il a compris. Puis après, quand il a fait ses exercices à la maison, on a refait le test, les biomarqueurs étaient disparus, mais il n'y avait plus de douleur non plus. Est-ce que c'est un cas isolé, ça? Que les biomarqueurs sont corrélés avec la pathologie? Non, en fait, il y a une étude qui a été faite à la TELUC. On travaille beaucoup avec différentes universités au Québec. Puis à la TELUC, on a pu démontrer que contrairement à la radiographie, par exemple, si on regarde l'échelle de Kellgren-Lawrence, donc le pincement articulaire, les ostéophytes et autres, le mouvement, les marqueurs biomécaniques sont 2 à 3 fois plus corrélés aux symptômes là, que l'imagerie statique. Là. Donc, c'est pas juste isolé. Et puis ça, c'est vrai autant en arthrose, en syndrome rotulien, même les ligations élémentaires. Là. Donc, un médecin, il y a un patient qui vient chez lui, il y a un rayon X, 2 patients ont peut-être le même rayon X. Il y en a un qui dit hey, « ça me fait super mal, je suis plus capable de bouger », l'autre « ça va assez bien ». Comment comprendre, comment traiter? Finalement, tu me dis c'est les biomarqueurs, la mécanique articulaire qui peut faire la différence sur ce qui exprime comme problématique. Est-ce que tu penses que tu nous as amené un exemple d'un des biomarqueurs qui est Oui, bien c'est ça. Peut-être un biomarqueur qu'on voit, ou en fait, qui est le plus prépondérant dans la littérature, ce qu'on appelle le varus thrust. Donc, on peut voir que le genou vient augmenter son mauvais alignement. Donc, on va voir, il y a un beau petit point rouge là, qui augmente la pression. Donc, c'est facile. Puis, comme Laurent l'a mentionné, c'est facile d'éduquer le patient et de dire, voici, votre genou bouge comme ça. Ça vient augmenter les pressions ici ou les tensions là. Et après ça, plus consciemment, le patient vient vraiment essayer de corriger ce mouvement-là. Puis le varus thrust, ce biomarqueur-là, en fait, est démontré qu'il est directement corrélé avec une progression 4 fois plus rapide. Donc, un patient qui a un varus thrust versus qui ne l'a pas va progresser 4 fois plus rapidement. Donc, comment on vient vraiment personnaliser ou cibler le traitement? C'est lié avec le pincement articulaire, avec des études en résonance magnétique. Donc, il y a vraiment énormément d'études autour là, des biomarqueurs et à la fois les symptômes, mais aussi le développement et la progression de pathologie. Donc, si le patient vient en première ligne, il a son arthrose, disons, puis on lui dit, OK, on va traiter tes symptômes, mais le varus thrust perdure, bien, l'arthrose va dégénérer beaucoup plus rapidement parce qu'on l'a manqué. Puis souvent, même en traitant juste le symptôme, l'aspect pharmacologique, on enlève le signal d'alarme qui disait « j'ai mal » parce qu'on le met en charge. Donc, si on corrige juste le symptôme, pas la cause, bien, c'est un cercle vicieux. Le patient, on va le revoir. Maintenant, on ne peut pas tout, en première ligne, devenir des experts, comprendre le varus thrust puis quoi faire avec. Surtout, c'est bien beau aujourd'hui, tu nous montres ça, mais si je sais que mon patient a un varus thrust, qu'est-ce que je fais avec? Comment est-ce que l'innovation, l'intelligence artificielle est venue nous aider à établir un corridor de soins en première ligne? En fait, l'intelligence artificielle agit à plusieurs niveaux. Un, d'abord, je dirais l'aide au diagnostic. Parce que c'est bien beau. Là, on voit une vidéo ici de notre panéliste, copanéliste Laurent, qui marche au tapis. Donc, on vient collecter presque 10 000 points, en fait, durant sa marche. Regardez comment ça bouge en 3D. Mais au lieu d'avoir des personnes dans un laboratoire qui viennent documenter tout ça, bien, l'intelligence artificielle nous aide à extraire ce qu'on appelle les biomarqueurs automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de spécialistes dans l'analyse du mouvement. Ça se fait maintenant automatique. Après ça, bien, comment le représenter? On a vu le cas de Laurent tout à l'heure avec du vert, du rouge. Donc, un peu comme un test sanguin. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Donc, tout ça, l'intelligence artificielle aide énormément à ça. Mais après, c'est qu'est-ce que je fais? Parce que ce n'est pas tous les médecins qui sont connaissants. En fait, il y a très peu de médecins, comme on a entendu. Là. Je pense à 3 semaines de formation en musculo-squelettique, donc encore moins spécifiquement au genou. Mais l'intelligence artificielle nous a permis de développer des algorithmes basés sur la médecine factuelle, des publications scientifiques, des guides de pratique, savoir qu'est-ce qu'on fait avec chacun de ces biomarqueurs-là, quelles sont les options. Puis en plus, là, on vient intégrer le genre, le BMI. Donc, il y a plein de choses qui doivent être prises en compte. Puis pour limiter, puis en fait, pour s'assurer d'intégrer l'innovation dans le système de santé, il faut simplifier au plus possible. Il faut limiter le temps de nos professionnels de la santé. Puis c'est l'avantage de l'intelligence artificielle là, qui nous permet d'être rendu là. Donc finalement, un peu comme Laurent, toi, tu as été introduit à la génographie, tu as fait la génographie, mais finalement, le médecin qui aurait reçu ton rapport, il aurait reçu comme recommandation, on enlève l'orthèse,
parce qu'on a évalué puis à l'Empire, et voici quelques exercices à remettre à ton patient à faire à la maison. Est-ce que tu as trouvé ça difficile à intégrer ça dans ton quotidien? Tu dis, bon, c'était à la maison, mais est-ce que comprendre qu'il faut changer de mouvement, c'est quelque chose de complexe pour un patient? En fait, pour moi, c'était quand même assez clair. Puis même, je pense que de le voir, j'essaie d'analyser ma démarche avec la vidéo, mais mon varus au niveau de la prise en charge, on dirait que quand on te le dit, tu y portes plus attention aussi. Puis tu cours sur un tapis roulant, tu regardes ton pied, puis tu es comme, OK, je comprends. Tu sais, comme dans tout, je pense qu'en médecine, il y a une grande partie qui est de l'éducation aux patients, puis de donner des outils puis des marqueurs clairs. Puis des fois, je trouve que la physiothérapie, c'est bien, puis, mais d'avoir comme un guide, tu sais, avec des objectifs clairs, une problématique claire, le rouge, l'air de rien, tu sais. Quand j'ai fait mon deuxième test, juste de voir qu'il n'y avait plus de rouge, tu es comme, ah, ça devrait bien aller, tu sais. Puis après ça, tu regardes. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est... C'était le plus gros accomplissement de ta carrière. Ah oui. Ça, puis d'être ici aujourd'hui. Mais oui, non, pour vrai, c'est très clair pour moi, puis ça a été un agent motivateur, je pense. Puis d'ailleurs, je suis venu te voir l'année dernière pour refaire le genou droit parce que je m'étais blessé à la cheville, puis je voulais m'assurer qu'il y avait un bon alignement. Puis, tu sais, moi, j'ai corrélé beaucoup mes symptômes aux différentes genographies qu'on a faites ensemble. C'est la confirmation que la littérature dont parle Alex est véridique. On a un diapositive ici qui dit la santé des genoux, c'est pour tout le monde parce qu'ici, on parle d'un athlète professionnel. On parle en première ligne, évidemment, c'est rare qu'on en croise des athlètes professionnels. Laurent, toi, est-ce que tu penses que ça devrait être réservé à la population athlétique de faire ce genre d'examen-là? Ou est-ce que tu penses que monsieur, madame, tout le monde pourrait bénéficier de... Bien, moi, j'ai toujours pensé que j'étais un peu un outlier dans la population ciblée par la génographie, dans le sens où l'arthrose, c'est une des plus grandes causes de douleur orthopédique. Puis quelqu'un qui ne bouge pas, puis là, ça, c'est mon côté santé publique, parce que j'ai une petite passion maintenant pour la santé publique. Tu étudies en ce moment à l'école Chang de Harvard en santé publique. Oui, oui, exactement. Mais tu sais, on parle des listes d'attente, mais tu sais, 1 an d'inactivité pour quelqu'un qui a 45, 50 ans parce qu'il attend juste pour avoir son premier rendez-vous en orthopédie. On l'a vu avec la pandémie, ça peut vouloir dire une prise de poids de, je sais pas, 8-10 livres, une inactivité, diminution de la santé cardiovasculaire, puis à cet âge-là, Dieu sait que c'est plus difficile à reprendre qu'à notre âge. Moi, je pense qu'au contraire, on a le bassin de patients qu'on voit à l'urgence, moi, j'ai vu dans ma jeune pratique médicale à l'urgence, c'est des syndromes métaboliques, c'est de l'hypertension, du diabète. Je veux dire, on a la possibilité, je pense, d'améliorer non seulement les articulations, mais la qualité de vie des gens. Puis on sait à quel point ça a une mesure cost-effective sur le point de vue du système de santé global, mais aussi de la qualité de vie de l'individu. Je sais pas, moi, ce qui me parle dans cette technologie-là, c'est de voir plus loin que juste le genou, puis de voir le niveau d'activité du patient. Ouais. Oui, parce que je suis sûr que tous les médecins vont dire à leurs patients, peu importe leur pathologie, il faudrait que tu bouges un peu. Bien là, s'il dit, mais mes genoux font mal, on est dans un cul-de-sac. Puis pas rien qu'un peu. Je veux dire, les mesures, c'est quoi? C'est 30 minutes 5 fois semaine? Ou c'est beaucoup d'activité physique pour répondre aux normes du ministère, ou de recommandations, pardon. Puis de le faire avec une douleur chronique, je veux dire, c'est pas un agent motivateur. C'est déjà assez difficile pour plusieurs de se lever puis faire de l'exercice. Moi, comme je le dis, j'ai beaucoup d'incentives à faire de l'exercice dans la vie, mais les données sont là pareil. Tu sais, un athlète professionnel dans son après-carrière a plus de chances quasiment d'avoir une chirurgie bariatrique. Tu sais, pour vrai, c'est fou. On n'est pas très bon quand on n'a pas d'incentive à s'entraîner. Fait que je pense que vous revenez sur Terre. Oui, puis il y a un laisser-aller, mais bon, peu importe, on ne va pas parler de moi dans mon après-carrière nécessairement, mais juste du fait que de garder notre population active, je pense que c'est la meilleure manière de prévenir puis de réduire les coûts, puis l'accessibilité ultimement. Puis je pense qu'il faut avoir cette vision-là long terme et pas seulement une vision court terme de la santé d'un patient, mais d'un niveau populationnel. Tout à fait. Docteur Anger, est-ce qu'on peut vous entendre là-dessus? Comment vous voyez ça, vous, justement, utiliser ça en première ligne? C'est malheureux parce que les gens qui ont mal aux genoux, autant le médecin, première ligne, autant le patient, il dit, bon, si ça fait mal, je vais arrêter de bouger. Et ce qu'il dit, Laurent, est tout à fait exact.
Et moi, je dis aux gens, on parle d'arthrose, un vieux genou, c'est comme un vieux char que je leur dis. Je dis, quand tu pars le matin, puis il fait moins 40, là, il fait pout, puis c'est la partie. Une fois que tu es sur l'autoroute, bien, il roule comme un prince. Et il ne faut jamais arrêter. Puis je dis, un genou, si tu ne bouges pas, il va te jammer. Alors, je pense qu'il faut les éduquer. Il faut vraiment... Et c'est, quand on a fait le projet Optima, c'est le projet pour traiter l'arthrose pour les généralistes. D'ailleurs, tu as dit que le genou greffé était dedans. Effectivement. Alors, c'est quelque chose qui a été reconnu par l'ensemble des patients, des médecins généralistes au Québec. Et bon, j'étais impliqué dans cette technologie-là, puis dans Optima. Et le premier traitement de l'arthrose du genou, c'est bouger. C'est de bouger. Et bon, il y a le poids aussi, mais bouger est avant tout. Donc, alors, les gens ont mal au genou, s'ils bougent, ça leur fait mal. Le médecin, il n'est pas trop sûr comment les traiter, puis je ne les blâme pas parce qu'ils n'ont pas les outils. Donc, on leur donne des outils et tout le monde va être, à ce moment-là, va en bénéficier. Puis pour moi, l'indication d'une genographie, c'est un genou. C'est un genou qui fait mal. Point. Et je pense qu'on pourrait toutes les envoyer là et ça aiderait un patient, deux le médecin généraliste. Ça aiderait tout le monde. Plutôt que l'envoyer en consultation d'orthopédie parce que je ne sais plus quoi faire Et surtout avec. d'attendre, oui, puis d'attendre pendant tout ce temps-là. Pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas à la consultation, mais au moins pendant ce temps-là, le patient il est quand même fonctionnel, puis il fait quelque chose, puis il n'est pas assis à prendre 8 livres, c'est pas beaucoup, hein, Laurent? C'est 8 kilos qu'il faudrait dire, peut-être plus que ça, là. Parce que 8 livres, c'est quand même pas si mal pour les gens, là, mais c'est souvent beaucoup plus que ça qu'on a. Ça fait 1 an qu'il ne bouge pas, il dit, Pierre, j'ai pris 40 livres. C'est malheureux, puis s'il y avait des conseils pratiques, je pense que tout le monde en bénéficierait. Puis tout le reste, parce que leurs 40 livres qu'ils prennent, c'est le diabète qui part, l'hypertension qui se débalance, puis tout le reste s'ensuit, là. Donc, Alex, on a 2 avis d'experts. Est-ce que ça a été étudié, cette trajectoire de soins-là? OK, on prend un bassin de patients, on prend l'intelligence artificielle, on a l'algorithme de soins, puis on leur propose, par l'entremise de leur médecin généraliste, sans nécessairement qu'il y ait besoin de consultation, supervision, tout ça, mais qu'il y ait un plan de traitement à faire à la maison. Ça a été étudié. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, on a été chanceux d'avoir eu accès à des fonds. Le gouvernement du Québec a investi, qui a permis de faire la plus grosse étude en arthrose au Canada. Puis en fait, c'est grâce, puis encore là, on en profite, on remercie les médecins de première ligne. Plus de 300 médecins ont participé à cette étude-là. 87 cliniques ont participé, 900 patients arthrosiques à travers le Québec qui ont participé. Puis ont vraiment démontré que d'ajouter un outil, une information objectivée, comme on disait tantôt, la fonction articulaire pour le médecin de famille, mais ça a permis non seulement de diminuer de 42 la douleur pour le patient, mais comme on a mentionné tantôt, on parlait d'observance au traitement, de 88 après 6 mois d'observance au traitement. Donc, on a des patients, ça vient motiver le patient, réduire la douleur, améliorer la qualité de vie, la fonction. Puis 2 points qui sont importants, c'est la satisfaction du médecin et la satisfaction du patient. Puis c'est 2 éléments qui sont vraiment ressortis de cette étude-là. Donc, et encore là, ça a été fait. On voit le logo du CHM, puis c'est vraiment une équipe extraordinaire qui a mené cette étude-là avec autant de monde. Là, ça a été très impressionnant. Juste faire un aparté. Premièrement, c'est le fun de voir ton résultat. Quand tu regardes, c'est comme étudier, puis tu as un bon résultat à l'examen. C'est bien le fun, donc c'est motivant. Puis je pense que ça fait motiver les gens. Mais ceci doit être également... Pour moi, là, je crois que les physiothérapeutes doivent être impliqués là-dedans aussi. C'est parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de voir son médecin de première ligne. Il y en a combien des orphelins? Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient mériter et qui pourraient avoir la chance d'avoir un physiothérapeute comme moi, je pousse beaucoup ça là, en pratique avancée, qui sont formés pour ça. Il y a des diplômes qui se donnent. Je pense que c'est une chaîne de personnes qui devraient arriver à diminuer les pathologies musculo-squelettiques qui n'ont pas nécessairement besoin de consultation orthopédique. Et tout le monde en bénéficierait. Puis je pense que le fléau actuellement, le COVID n'a pas aidé du tout, là, parce que, bon, c'est clair que nous, on fait juste améliorer la fonction des gens. On ne sauve pas de vie. Alors que, bon, les cancers doivent passer, puis je trouve ça tout à fait logique. Et ça serait bien fun si j'étais parmi eux. Mais le problème, c'est que notre population orthopédique a été comme poussée et repoussée. Et l'accessibilité est presque nulle. Ou pas presque nulle, mais beaucoup diminuée. Donc, il y a quelque chose, il y a des outils qui sont là. Et au lieu que le pauvre médecin dise « je ne sais pas quoi faire », bien, il y a des gens qui sont sur place qui peuvent les aider. Oui. Et il y a des gens, il y a une technologie. Donc, on a tout ce qu'il faut. On comprend, dans le sens que vous dites, la satisfaction des médecins, hein, de pouvoir dire à leurs patients, plutôt que de dire, bien, on va essayer de gérer vos symptômes, mais je ne peux pas faire grand-chose de plus. De pouvoir dire, hey, on va évaluer votre fonction, on va faire un plan de traitement,
puis on va vous donner des solutions, ça devient extrêmement satisfaisant tout à coup de fait, pour traiter tout le monde. des pathologies comme l'arthrose. Est-ce que les sociétés savantes se sont intéressées à ce genre de résultats-là, Alex? Bien, certainement, en fait. Puis on a été chanceux. Tantôt, je parlais de l'AOS, donc l'American Association of Orthopedic Surgeons, dans leur guide de pratique pour la prise en charge de l'arthrose conservatrice, a même identifié l'étude que je viens de vous présenter pour soulever l'importance d'éduquer le patient. On en a parlé aussi. C'est éduquer le patient sur sa problématique, mais aussi de faire des exercices spécifiques et bouger. Donc, vraiment, c'est très bien reconnu. Le mois dernier, on a eu la chance d'avoir un prix et d'être reconnu par la Société d'arthrite du Canada comme une idée innovante pour la prise en charge au lueur de ces résultats-là. Puis, on l'a déjà mentionné 2 fois, là, avec la FMOQ, on rentre et le grand défi dans l'innovation, c'est le transfert des connaissances et de changer les habitudes. Et c'est en éduquant les gens qu'en les informant de ces nouvelles technologies-là. La présentation d'avant, c'était avec l'IPAM, donc définitivement, on va cogner à leur porte. Mais je pense qu'il y a des solutions là, qui peuvent être apportées. Là. Tu parles beaucoup d'éducation patient, mais qu'est-ce que le patient reçoit si son médecin de famille lui demande une génographie? Qu'est-ce qu'il reçoit pour pouvoir l'éduquer? Est-ce qu'il faut qu'il comprenne les biomarqueurs? Comment ça fonctionne? Non, en fait, encore en partenariat avec d'autres industries québécoises, pour nous, c'est super important. Faut faire, c'est un fleuron. Le médecin reçoit une prise en charge, comme je disais, comme dans le cas de Laurent. On suggère d'enlever l'orthèse, on suggère tel exercice. Mais le patient, après ça, chez lui, a accès à une plateforme, il voit les exercices. Il y a de l'éducation, encore une fois. Donc, vous avez tel problème, un peu le vidéo qu'on a vu tantôt. Bien, mais ça représente quoi pour vous, dans votre cas? C'est quoi le lien avec vos symptômes? Donc, on vient les éduquer et après ça, donner des exercices simples pour, après ça, venir corriger spécifiquement les différents biomarqueurs. Vous aviez un commentaire, je vous ai coupé, Dr. Angers? Non, c'est parce que quand je vois que l'AOS a pris ça, c'est vraiment étonnant. Là. Je savais, mais là, le voir, là, je n'en reviens pas parce que l'AOS sont très protecteurs, là, je me trompe, là, mais même quand on a voulu commencer la viscosuppléance, ça a été l'enfer. L'AOS a dit que c'était pas bon. Alors, il y a comme un genre de crainte que la business soit diminuée parce qu'on réussit à les traiter. C'est fou, mais c'est comme ça, plus aux États-Unis qu'au Canada ou au Québec. Là. Alors que l'AOS a été d'accord avec ça, pour moi, là, c'est une victoire incroyable. Xavier du Québec, c'est une belle fierté. Si on revient au sujet du jour, Dr. Angers, on en a parlé à plusieurs reprises, mais la Société d'arthrite a publié un rapport sur l'accès aux généralistes, que c'est un vrai problème, on en parle. Il y a de plus en plus de consultations, mais de moins en moins de disponibilité, comme vous avez dit, parce que les salles sont prises, les salles de chirurgie. Comment, concrètement, est-ce que l'utilisation en première ligne de la génographie va faire un impact là-dessus? Bien, je pense que ça va être un impact énorme. Quand on dit que 90 % des consultations ne sont pas chirurgicales, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'être vus par un orthopédiste. On ne voit pas que des patients chirurgicaux, mais moi, dans ma journée, si je suis à la clinique externe ou je suis au bureau, sur 50 patients, bien, il y en a peut-être 5 qui vont être chirurgicaux. Donc, il y en a 90 % qui n'ont pas besoin de mon expertise, mais qui pourraient être pris en charge par du monde qui ont des outils. C'est les outils qui manquent. Et la génographie, dans tout ça, je crois qu'elle est un outil fantastique qui va les aider puis qui va leur faire en sorte que leurs symptômes vont diminuer. Donc, ça diminuerait énormément les listes d'attente pour nous voir. Et à ce moment-là, ça peut-être favoriserait, si on a plus de... Bon, on a un problème de salle d'opération, c'est clair, mais il n'y aura pas plus d'orthopédistes. Il n'y aura définitivement pas plus d'orthopédistes. D'ailleurs, ils en forment 2 pas par hôpitaux, mais par université par année. Moi, dans mon temps, c'était 8 par université. Là, il y en a 2 par année dans chaque université du Québec. Donc, ça veut dire 8 nouveaux orthopédistes. Alors, il y en a qui viennent de retraite, il y en a qui devraient l'apprendre, il y en a qui apprennent. Et puis ça fait en sorte qu'on diminue le nombre d'orthopédistes, mais la population vieillit, d'une part, et la population a besoin de plus de soins. Et on a une chance, nous autres, en orthopédie, de travailler avec des ingénieurs. Eux autres, c'est des têtes, ils pensent, puis on a un paquet de nouveaux traitements maintenant qui fait en sorte que moi, quand j'étais jeune, je voyais un paquet de monde boiter, mais là, on ne voit plus le monde dans la rue qui boite. Là. Tout le monde marche, puis on leur change la hanche, le genou, les chevilles, on change à peu près tout. Et on réussit à avoir la technologie pour les aider. Donc, on a un petit problème que la population vieillit, les soins, on peut leur en donner plus. Ça demande des sous, ça demande du temps.
Et il y a bien du monde qui aimerait bien ça avoir affaire à venir nous voir, mais on ne peut pas. Alors, il y a un problème, là, qui est un problème d'argent aussi, là. Puis si on fait une petite parenthèse par rapport à la génographie, vous parliez des cliniques de triage musculo-squelettique. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça serait extraordinaire et c'est un peu ce qu'on veut établir, c'est un peu ce qu'on fait nous autres agents talons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, des physiothérapeutes en pratique avancée les voient. On devait avoir la génographie chez nous. On était très heureux de faire ça à tous les patients pour nous aider et se payer par... on avait tout, là. Bon, ça a été... En tout cas, on ne va pas dans la politique non plus, hein. Mais bon, ça m'a mis vraiment de mauvaise humeur, tout ça. Mais on avait le setup parfait. Ce setup-là peut être reproduit partout. Et d'ailleurs, des hôpitaux viennent, le Trois-Rivières sont venus nous voir, des hôpitaux sont venus nous voir pour voir comment on fait le triage. Et le triage se fait et il y a une corrélation entre ce que la personne, le physiothérapeute en pratique avancée, va dire et ce que l'orthopédiste dirait, une corrélation de 90 %. Et ça, c'était sans la génographie. Ajoutons la génographie avec ça. Écoute, moi, je pense que les gens seraient beaucoup mieux outillés pour prendre soin de leur population, puis on pourrait leur donner la possibilité de diminuer leurs symptômes et de faire d'être fonctionnels. Et c'est malheureux parce que ça les arrête par manque de connaissances. Donc, finalement, 2 avenues d'amélioration. Première ligne à la base, mieux guider le plan de traitement, donc moins de consultations. Mais quand on le consulte, en plus, un outil de triage avec une équipe de physiothérapeutes en formation avancée. Et là, finalement, les cas que vous verriez, ce serait... Mais ça fait peur à certains. Il faut comprendre aussi que les orthopédistes sont toujours... Bien, les orthopédistes, tout le monde dit, bien là, il va me manquer d'ouvrage. On va toujours en avoir d'ouvrage, là. Il y en a plus qu'on est capable d'en faire. Surtout si vous prenez votre retraite. Il y a de la place, là, au moins pour 3 autres. Alors, non, il y aura toujours du monde, et puis le monde sont là, puis on pourrait... Moi, j'ai été formé pour faire de l'orthopédie à un certain niveau, là, mais c'est malheureux que des fois, je vois des choses que j'aurais pas besoin de voir, là. Ça me dérange pas de les voir, mais c'est que j'aurais pu en voir un autre à la place de ce monsieur ou cette dame-là qui aurait pu être pris en charge par quelqu'un d'autre. Tout à fait. De façon aussi, et même pas aussi bien que moi, mieux que moi, parce qu'ils vont prendre le temps de le voir. Le traitement conservateur. Pour les patients qui sont chirurgicaux, c'est pas la fin de la problématique. On a une liste d'attente, je pense qu'on a une diapositive ici, là. Les patients qui sont en attente plus d'1 an. Donc, c'est-à-dire, vous les avez vus, on va les opérer, mais il y en a qui attendent, puis finalement, 6 sur 10 sont hors délai visé. Est-ce que pour cette population-là, peut-être arthrose sévère ou qu'il y a vraiment un ligament à réparer, ils devraient juste attendre leur chirurgie pendant 1 an de façon passive, traitement pharmacologique, ou est-ce qu'il y a encore une utilisation qu'on peut optimiser? Moi, je pense que c'est malheureux parce que ces gens-là, ils arrivent, ils sont out of shape, ils sont complètement... ils sont plus en forme, ils ont de la douleur, surtout ceux qui attendent pour un problème arthrosique, là. Alors, c'est clair que ça aide pas et la réhabilitation est beaucoup plus difficile par la suite. On part de pas zéro, on part de moins quelque chose. Alors, c'est clair que ces gens-là auraient tout intérêt à avoir une... Puis quand on parle d'attente, 30 000 patients au-delà d'1 an, là, ça veut dire qu'il y en a qui sont à 2 ans. Là. C'est long, ça. C'est long quand tu as mal et c'est pas endurable. Puis la pharmacologie aide, mais ils ont des effets secondaires également à la pharmacologie. Donc, à un moment donné, c'est d'une population peut-être un peu plus vulnérable, âgée. Donc, ça fait en sorte que tout ça se mêle et certainement que les enseigner, leur donner quelque chose, un plan de traitement qui les ferait bouger de façon à améliorer et non détériorer leur situation serait vraiment bon pour eux autres. C'est excellent. Puis il n'y a pas aussi la prehab. On entend souvent la réhabilitation, mais dans le sport, on parle beaucoup de préhabilitation quand il y a des blessures sportives. Est-ce qu'il y a moins de complications chez un patient qui, mettons, va faire ses exercices de génographie? Tout à fait. Ça, c'est clair. Et le mais c'est parce qu'on n'est malheureusement pas rendu là. C'est ça le problème. Okay. On aimerait tellement pouvoir... Mais on n'est même pas capable de les voir. Alors, ça serait tellement le fun qu'on puisse avoir un outil qui fasse en sorte que ces gens-là soient vus avant. Et quand on les opère, comme tu dis, les complications seraient de beaucoup diminuer, j'en suis convaincu. La réhabilitation, après, serait beaucoup plus simple. Fait que c'est ça mon projet de recherche. C'est ça. On travaille ensemble? C'est bon, let's go. Le temps nous pousse un petit peu, mais Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, justement, cet outil, comme on parlait de triage, est-ce que vraiment la génographie peut être utile pour trier plus efficacement les patients en consultation? Ouais, bien, encore une fois, on utilisait l'intelligence artificielle dans cette optique-là. On a eu la chance d'avoir des financements d'innovation dans les provinces maritimes.
encore une fois au Canada. On est très chanceux avec le Nova Scotia Health Authority, où on a fait un projet similaire à ce que Pierre a mentionné avec les physiothérapeutes, mais est-ce que la donnée fonctionnelle du genou corrèle avec la décision que le patient est approprié ou non pour une arthroplastie totale du genou? Puis ça a été publié, ça a été présenté à plusieurs reprises. Puis on a obtenu une très forte corrélation entre la décision de l'orthopédiste de juger que c'est un cas approprié ou non. Donc, l'objectif c'est un peu de prendre le cerveau de Pierre puis de le rendre disponible aux généralistes puis de dire, écoutez, vous pouvez envoyer comme un rayon X ou une résonance, vous recevez un rapport, oui, on a parlé de la prise en charge, c'est une chose, mais la thématique d'aujourd'hui, puis on en parle il y a juste 5 minutes, mais c'est aussi comment on peut essayer d'outiller la première ligne en disant, écoutez, selon les données objectives puis la littérature scientifique, c'est un cas qui ne semble pas être approprié pour une arthroplastie, focaliser sur une prise en charge conservatrice. Puis même s'il est approprié, on a vu, c'est 1 an d'attente, bien, faites quelque chose, il ne faut pas rester à rien faire. Donc, c'est intéressant en ce moment, on déploie à travers Nova Scotia la génographie. On est souvent maître à l'extérieur que chez soi, mais on a la chance de travailler avec des établissements ici au Québec, d'ailleurs, je pourrais en nommer un particulier, mais le CIS Montréal-Centre, on aurait bien aimé aussi être plus impliqué avec le nord de l'île, mais des équipes extraordinaires qui ont démontré la facilité d'intégrer la géographie dans le concept de soins. Ça, c'est encore une fois, c'est des financements du gouvernement du Québec, évidemment, sans ça, ce serait impossible, mais ça permet d'implanter l'innovation dans le R3, avec le M3S, le réseau R3S, puis de démontrer sa valeur ajoutée. Ce qu'on a démontré avec l'étude à Halifax, c'est que c'était possible, et avec des analyses là, en génie industriel, de retirer presque 24 des gens de la liste d'attente. Wow. Donc, c'est quoi l'effet? C'est on retire ceux qui n'ont pas besoin, donc pas attendre 1 an et se faire dire « retourne voir ton généraliste ». Mais donc, tous ceux qui en ont vraiment besoin sont vus plus vite. Puis après ça, là, une autre étude qui a été faite, c'est qu'on a pu retarder le besoin de la chirurgie. Donc, ce qu'on appelle T2, donc entre la chirurgie et la chirurgie, bien, il y a des gens qui, Duke University aux États-Unis a démontré que 80 à 90 des gens cherchent des options alternatives. Ils ne veulent pas se faire opérer. On s'entend, c'est le traitement ultime. Hein? Il n'y a plus rien d'autre après. Donc, tellement gentil. Puis, on a démontré que c'était capable de retarder la chirurgie de 1 à 4 ans. Fait que ce que ça veut faire, c'est que les gens qui en ont vraiment besoin, bien, ils vont avoir accès à la chirurgie beaucoup plus rapidement. Donc, il y a vraiment là je pense que, comme on l'a dit, en partenariat, oui, avec la physiothérapie, mais aussi d'outiller la première ligne, à savoir quoi faire avec le patient. Est-ce que je le réfère justement en physio? Est-ce que je le réfère pour des exercices à la maison, des orthèses? Ça va vraiment avoir un impact significatif sur les délais d'attente, là, autant pour voir l'orthopédiste, mais aussi potentiellement pour avoir accès à la chirurgie. Mais ça, Pierre, moi, j'ai juste fait 1 mois en chirurgie orthopédique. Mais la possibilité de retarder la chirurgie de 1 à 4 ans, ça n'a pas aussi un impact? Mettons, patient 50 ans, puis tu es capable de faire le remplacement seulement à 55 pour ne pas avoir un redo à 70. Tout à fait. Je pense que c'est ça. Comme il disait, c'est l'ultime. Hein? Fait que c'est certain que si tu as quelqu'un de plus jeune, tu es un petit peu plus réticent. Ouais. Mais c'est clair que l'avenir, là, ce patient-là, il a probablement moins de chances de faire une revision, puis une deuxième, puis une troisième, parce que la première, mettons, on parle de genou, la première prothèse est toujours la meilleure, la deuxième un peu moins bien. La troisième, c'est de moins en moins. Donc, quand tu en as une à 50 ans, puis qu'il faut que tu la revises, la deuxième est moins bonne que ta première déjà. Fait que tu t'en vas dans un gouffre incroyable. Ça a des coûts, tout ça. Mm-hmm. On doit terminer. Merci beaucoup d'avoir été là. Peut-être un mot de la fin de votre expérience. Laurent, comment est-ce que tu, avec ton point de vue sur le système de la santé à bout de souffle, c'est quoi ton mot de résumé sur l'utilisation de la génographie, sur l'impact des patients en attente dans l'orthopédie? Bien, je ne parlerai pas autant spécifique que ça, parce que je vais laisser ce commentaire-là pour Pierre, qui est beaucoup plus qualifié que moi. Mais moi, je pense que c'est plus dans une approche globale d'optimisation des soins de santé, puis d'optimisation aussi du côté fonctionnel des patients d'un point de vue de prévention primaire des saines habitudes de vie. Je trouve que, on sait les bénéfices de l'activité physique. Pourquoi pas se donner les meilleurs outils possibles pour que notre population reste active? Puis de cela va en découler plein d'impacts, puis de diminution des complications, puis de syndromes métaboliques qu'on n'est peut-être même pas capable tant de mesurer, mais qui sont tellement évidentes que pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas investir dans ce genre de technologie-là. Merci beaucoup. Pierre? Bien, moi, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'on a
on a la chance d'avoir cette ressource-là qui est d'une part extraordinaire, qui est pas chère, qui rend des services incroyables. Et on l'a, et en plus de ça, c'est québécois. Alors moi, pour moi, là, je suis vendu. Oui, j'ai été un patient, mais oui, tu me l'as fait à moi aussi, là, mais c'est quelque chose qu'on doit avoir et je ne comprends pas que ça prenne autant de temps avant de sortir. Là. Moi, je suis chirurgien, quand il y a quelque chose, il faut que ça se fasse. Ça, je trouve ça un peu long, mais j'espère qu'on va y arriver parce que c'est quelque chose qui va aider tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Ranger, d'avoir partagé. Merci, Laura, d'avoir été avec nous. Merci, Alex, d'avoir résumé la littérature pour nous. Donc, on retient que dans un contexte où les listes d'attente explosent, le temps d'attente explose, mais les ressources, la main-d'œuvre diminuent. Hein, on a une pénurie. On peut utiliser l'innovation, les outils diagnostiques qui ont des données probantes à l'appui pour aider la première ligne face à ce défi. Ça appartient à chacun d'entre nous en première ligne de l'utiliser pleinement. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions. Oui, c'est ça. S'il y en a. C'était tellement clair. Ouais. Oui. Par curiosité, est-ce qu'il y a des travaux en cours pour voir si ça peut s'appliquer à d'autres articulations? Je pense par exemple aux douleurs lombaires, qui sont un fléau encore pire que les... Oui, en tout cas, au niveau scientifique, nous, de notre côté, on ne s'est pas encore approché du dos. On s'en va plus vers l'épaule et la hanche. Le dos est effectivement très complexe. Ce n'est pas une articulation, hein, le dos, on le sait, la quantité de vertèbres. Donc, je sais qu'il y a des universités aux États-Unis là, qui travaillent beaucoup là-dessus, de l'imagerie dynamique. Donc, parce que suivre le mouvement, bon, des gros os comme le tibia, le fémur, c'est peut-être un peu plus facile, mais je pense qu'au niveau du dos, on va avoir besoin des systèmes en imagerie de basse dose et dynamique pour vraiment comprendre. Puis, justement, au congrès de l'AOS, on a vu plusieurs exemples de compagnies qui offrent maintenant des solutions, puis je pense que ça va vraiment permettre d'accentuer puis d'accélérer la prise en charge des problèmes lombaires. Une autre question là-bas? Question et un petit clin d'œil pour mes collègues orthopédistes. Est-ce que la géographie a été étudiée dans des prothèses douloureuses que les patients vont voir? Des statuts post-prothèse avec douleur, chez qui l'orthopédiste dit que tout va très bien par ailleurs, la prothèse est... C'est drôle que tu poses la question. Je t'avais demandé de la poser, hein, c'est ça? On a fait un projet, justement, à Jean Talon, Sacré-Cœur, les deux ensemble. C'est un projet pilote qu'on a fait sur 20 prothèses douloureuses et 20 prothèses qui allaient très, très bien, mis par le même chirurgien, le même type de prothèse et tout, là. Alors, tout était fait pour les prothèses douloureuses, c'est-à-dire qu'on a tout fait, la prise de sang, la cartographie, le scan pour savoir s'il y avait un problème de torsion, etc. Donc, tout avait été fait. Et oui, la géographie nous a donné des choses. Ça a d'ailleurs été publié, je ne me souviens plus dans quoi là, que ça a été publié, Alex? Là? Dans le journal, je ne me rappelle plus, mais, probablement. Ouais, mais... Et ça nous a aidés. Et moi, quand je fais mes prothèses maintenant, j'ai changé des trucs. OK, c'est fou, là, mais j'aimerais ça que tous les orthopédistes le fassent parce qu'on a quand même en orthopédie 20 qu'on dit on va descendre ça. Je suis certain qu'on va être à 10 maintenant avec les nouvelles prothèses puis des nouvelles technologies qu'on a. Mais on a quand même dans la littérature entre 15 et 20 de prothèses douloureuses, alors que tout est bien. Et ces prothèses douloureuses-là, je pense que la géographie va nous aider. En tout cas, elle nous a aidés pour les 40 qu'on a fait. C'est pas gros, là, mais c'est au moins un projet de recherche. Et c'est clair que je pense que... Puis moi, je veux aussi analyser. Toute compagnie dit que sa prothèse, c'est la meilleure, on se comprend. Alors moi, j'aimerais bien mettre que quelqu'un qui mette cette prothèse-là, peu importe la marque, qui est bien de la mettre, puis que tout le monde est sur la géographie, parce que je crois qu'on apprendrait vraiment la biomécanique de la prothèse beaucoup mieux en regardant ce qui se passe sur la géographie. Alors, pour moi, comme orthopédiste, la géographie, c'est là qu'elle a son importance. Merci pour la question. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup.